je me retrouve dans l'introduction qu'a faite Gilles Novarina. Tout à l'heure, vous avez demandé à ce qu'on souligne les points de différence entre nos secteurs et pas uniquement les points de convergence. Alors, ça me rend toujours très malheureuse quand on dit ça, parce que à chaque fois qu'on représente un groupe privé, on est toujours soupçonné, avant même avoir eu le temps d'ouvrir la bouche, d'être là pour vendre des choses, et si possible le plus cher possible, et un maximum de technologie en ce qui concerne nos métiers au mètre carré. Nous, justement, dans le cadre de notre direction développement durable, on essaie de travailler le développement urbain durable avec un minimum de technologie au mètre carré. C'est-à-dire qu'on considère que la ville est un écosystème fragile et fortement dégradé, et que cet écosystème nécessite qu'on le préserve à travers une approche globale des mobilités au pluriel, c'est-à-dire les mobilités douces et rapides qu'on n'oppose pas. On a le droit à la mobilité lente, mais on a le droit aussi, quand on travaille, à la mobilité rapide. Le renouvellement urbain, puisque vous savez sans doute qu'en Europe, alors je ne sais pas pour nos amis sud-américains qui se sont exprimés tout à l'heure, mais en Europe, la première cause de perte nette de biodiversité est due non pas aux pollutions qui contribuent, malheureusement, vous vous en doutez bien, mais est due à l'artificialisation des sols. C'est-à-dire que plus nous étendons nos villes, plus nous grignotons des milieux agricoles qui, évidemment, se reportent sur des milieux naturels, et plus nous contribuons à réduire gravement les milieux naturels et donc à contribuer à l'érosion de biodiversité. Donc le renouvellement urbain, c'est reconstruire la ville sur la ville, utiliser les interstices, les dents creuses. Le problème de mobilité y concourt d'ailleurs, parce que quand vous requalifiez une autoroute en boulevard urbain, vous limitez les nuisances sonores et olfactives, si je puis dire, et également les nuisances en termes de pollution atmosphérique. Et donc vous pouvez reconquérir du foncier qui est complètement obéré par la mobilité classique, voiture, véhicule thermique. La contribution du neuf à l'existant, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'on a trop souvent opposé les deux en faisant du neuf ultra performant puis de la rénovation comme on peut. Nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas que les bâtiments neufs méritent le droit d'être construits en étant autonomes en énergie pour eux-mêmes, mais en étant également capables d'alimenter en énergie des bâtiments avoisinants dont le potentiel de rénovation est épuisé. C'est ce qu'on appelle la solidarité énergétique, et c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément, bien sûr, à EDF, on s'en doute, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, permet une vraie résilience de la ville. Parce que quand vous avez des approvisionnements énergétiques qui sont sur des circuits courts, eh bien, vous n'avez pas de phénomène de contagion en cas d'accident majeur, par exemple, panne d'approvisionnement électrique, et donc vous réduisez l'effet domino en cas d'accident ou de catastrophe. Dernier point, les services urbains, parce que même si on parle d'environnement dans cette table ronde, c'est totalement indissociable des mutations sociologiques, et il est nécessaire d'approcher les défis environnementaux par la pression qu'exercent nos modes de vie. Des modes de vie liés à des mutations en profondeur, par exemple la longévité, bien sûr, les plus connus étant effectivement les nouveaux modes de vie qui font que vous consommez beaucoup plus d'espace par personne que ce n'était le cas il y a encore 20 ans, à travers les familles monoparentales, les familles recomposées, etc., mais directement liées aussi à la longévité. On a plusieurs vies maintenant, également des parcours professionnels qui ne sont plus linéaires. On a 2, 3, 4, 5 vies professionnelles. Moi, j'en suis à la 5e, hein, donc c'est pour ça que je cite, voilà, j'ai peut-être pas fini d'ailleurs. Donc tout ça influe sur les besoins qu'on a, notre rapport au temps et notre rapport à l'espace. Donc on a essayé très modestement, mais encore une fois en tant qu'acteur privé c'est toujours un peu complexe, on a essayé de travailler dans le cadre d'un laboratoire de prospective en développement urbain avec tous nos métiers, les spécialistes de l'énergie, les spécialistes de la construction, des travaux publics, mais aussi les spécialistes de la mobilité, puis aussi des généralistes, des sociologues, des climatologues. On a ce laboratoire qui travaille à Marseille, à Strasbourg et maintenant à Grenoble, et l'idée étant de proposer des solutions dans le respect du génie du territoire, dans l'anticipation des risques issus du changement climatique, et également en parfaite harmonie avec les objectifs de résilience. Alors, moi, j'ai prévu d'être très courte. Là, je vois, j'ai un prompteur qui me dit que j'ai épuisé 4 minutes. Et je vous propose de voir en image un concentré. Alors, peut-être pour vous reposer un petit peu de
tous ces gens qui parlent, je vous propose de regarder quelques images qui reprennent les différentes solutions qu'on a essayé modestement. Je précise qu'on ne prétend pas avoir la solution, ça n'existe pas. Il n'y a que des bouquets de solutions adaptées à des territoires précis. Donc modestement, hein, je vous prierai d'être indulgent, parce que je ne prétends pas vous présenter la panacée ni la pierre philosophale, mais quelques solutions pour des territoires sur lesquels nous avons essayé de travailler.